Chers téléspectateurs, bonjour. En cette période de rentrée scolaire, nous allons parler pour notre Zoom du jour de l'école. Nous recevons un enseignant, Mathieu Grimpré, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur d'histoire-géographie dans des lycées et vous avez donné des cours à Sciences Po Paris. Donc vous êtes l'auteur de Bullshit Bienveillance, enquête sur la psychologie positive à l'école. C'est publié aux éditions Magnus. Vous y décryptez la dégringolade du niveau scolaire à l'aune de nouvelles méthodes, du pédagogisme, de la bienveillance, du souci du bien-être, de la psychologie positive, bref, beaucoup d'impostures qui finalement tyrannisent les professeurs et n'apportent pas de bienfaits aux élèves. Alors, c'est une véritable enquête coup de poing, votre ouvrage, avec des témoignages concrets. Vous avez même retranscrit certains courriers en changeant bien sûr quelques noms. Avant toute chose, commençons par quelques définitions. Qu'est-ce que la pédagogie et qu'est-ce que surtout son détournement très contemporain, le pédagogisme ? Alors la pédagogie, il suffit de reprendre l'étymologie grecque, donc ça évoque le fait de conduire les enfants, de les emmener quelque part et en l'espèce les emmener vers l'âge adulte. Je dis d'ailleurs dans le livre que c'est une précision qui s'impose aujourd'hui, les emmener vers l'âge adulte, mais qui pour le coup était superflue pour les anciens, pour les premiers pédagogues dans l'Antiquité, puisque c'était une évidence que l'enfant n'était qu'un être en puissance, un adulte en puissance qui avait vocation à devenir un citoyen, une personne prenant ses responsabilités dans la cité, dans la famille, etc. Le pédagogisme, j'utilise une formule en m'inspirant de la fameuse formule de Marcel Gauchet à propos du christianisme. Marcel Gauchet dit du christianisme, c'est la religion de la sortie de la religion. Pour moi, le pédagogisme, c'est la pédagogie de la sortie de la pédagogie. C'est-à-dire qu'on bazarde complètement, les pédagogues, comme on dit, les partisans du pédagogisme, bazardent complètement la pédagogie au sens noble du terme, qui consiste à prendre l'enfant, non pas comme un enfant voué à demeurer un enfant, mais comme un enfant voué à devenir un adulte, et d'en faire une espèce d'idéologie qui consiste à installer le conflit entre l'élève et le maître, l'enfant et l'adulte. Oui, en fait, on déconstruit la figure du maître pour des questions idéologiques. D'ailleurs, faites ce parallèle entre la lutte des classes. C'est plus la lutte des classes entre le patron et le prolétariat, c'est une sorte de lutte des classes entre le maître et l'élève. Oui. Et personne n'en est gagnant, au final. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, ce sont mes réminiscences de philosophie politique. En réalité, je considère que le pédagogisme est une idéologie d'essence marxiste, c'est-à-dire qu'elle repose sur la dialectique, l'affrontement. Alors la dialectique hegelienne, etc., elle peut opposer, comme vous l'avez dit, le prolétaire et le patron, le colonisé et le colonisateur. C'est le dominateur, le dominé, l'oppresseur, l'opprimé. Et ce que vont faire les pédagogues, c'est qu'ils vont s'inspirer de ce système, ou même plus que s'inspirer, ils vont appliquer ce système à la réalité des classes, de l'école, de la pédagogie, en tout cas d'une pédagogie pervertie, et ils vont faire en sorte que s'installe ce fameux conflit entre le maître et l'élève. Je signale ce que dit Philippe Mérieux, qui est l'un des pontes du pédagogisme. Alors, pédagogisme qui commence déjà à virer vers la psychologie positive et la bullshit bienveillance. Il dit que la relation d'apprentissage est fondamentalement une relation conflictuelle. Donc forcément, si vous considérez que le conflit est à la base de la relation d'apprentissage, surtout quand vous avez une visée militante comme ces gens-là, eh bien vous travaillez à ce que l'un des deux en sorte vainqueur. Et là, en l'occurrence, c'est l'élève. Sauf qu'en réalité, ni l'élève ni le maître ne sortent vainqueurs. Oui, bien sûr, parce que s'il voit l'enseignement comme une logique de conflit, il va être automatiquement porté vers la rébellion et il ne va pas être tourné vers le haut, ce qui était l'essence de la pédagogie. Il va au contraire, plutôt que de devenir un adulte, rester un éternel adolescent. Absolument, absolument. C'est ce que, je cite Piaget, alors qui n'est pas tout à fait dans le courant du pédagogisme, mais qui a été l'un des inspirateurs du pédagogisme. Lui s'intéresse moins à l'école qu'à la psychologie de l'enfant à proprement parler. Mais il dit il faut instaurer l'enfant comme législateur et souverain.
Qu'est-ce que ça veut dire législateur et souverain? Législateur, c'est celui qui fixe les règles. Et souverain, c'est celui à qui on rend compte, à qui on rend des comptes. Donc, instaurer l'enfant, en l'occurrence l'élève, comme législateur et souverain dans les classes à l'école, c'est précisément l'instituer même comme celui qui fixe les règles et comme celui à qui on doit rendre compte, quand bien même vous êtes un adulte qui avait plus d'expérience, de savoir, etc. Et le comble, c'est que ce législateur, souvent, il a parfois les ministres qui sont même ses propres parents, parce que les parents, souvent, cautionnent ça. Je dis ça parce que vous commencez votre ouvrage en introduction avec une lettre des parents d'un certain Yanis, dont le prénom a été modifié en fait, mais qui bon, j'en lis quelques extraits. Nous vous permettons de vous envoyer ce message, car aujourd'hui, Yanis est rentré du collège en pleurs. Il nous a dit que vous l'aviez puni en lui donnant la leçon du manuel à recopier, car il avait oublié ses affaires. Nous l'avons dispensé de faire cette punition. J'imagine votre contrariété quand vous avez reçu ce mail. Vous avez eu le sentiment qu'on bafouait votre autorité. Alors, c'est vrai. Après, si vous voulez, moi, je forme aussi ce qu'on appelait autrefois des instituteurs, enfin des professeurs d'école. Et j'ai un principe, je les invitais toujours à respecter un principe. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Ça veut dire que et il ne faut pas se prendre pour le messie des classes. Autrement dit, si un enfant ne reçoit pas à la maison le soutien qu'il devrait recevoir pour que la scolarité qu'il vit et le savoir que nous, profs, lui dispensons dans le domaine strict de l'instruction, écoutez, qu'est-ce que vous voulez, on peut pas non plus sauver tous les enfants. Ceux qui portent cette responsabilité-là, ce sont les parents. Et ça, il y a vraiment une inversion de la responsabilité que je trouve insupportable, qui consiste à dire il faut tenir compte de la spécificité des élèves. Il faut que les professeurs tiennent compte de la spécificité des élèves. Sans ça, ils risquent de ne pas réussir leur scolarité, puis ensuite leurs études, puis ensuite leur vie, et que sais-je encore. Mais qui est le premier responsable de la croissance, de l'évolution d'un enfant? Ce sont les parents, ce ne sont pas les professeurs. Oui, malheureusement, on voit la recrudescence des enfants entre guillemets HP ou que sais-je encore. Dès qu'un enfant fait mal ses devoirs, c'est qu'il est HP, c'est l'école qui n'est pas adaptée et qui lui est pas adaptée. On revient à ce que vous dites, il est législateur et souverain, c'est l'école qui doit s'adapter à lui. L'école doit s'adapter, absolument. Enfin, c'est ce qu'exigent les parents. Ceci dit, il arrive que vous ayez par exemple un lycéen qui a eu dans son collège ou même dans son primaire un apprentissage lacunaire. Admettons, mais avec le pédagogisme, on ne va pas l'aider à combler ses lacunes, on va au contraire le garder, le laisser avec ses lacunes parce qu'il ne faut pas le troubler, il ne faut pas le déranger dans son trouble. C'est la hantise du trauma. Qui est une espèce de... évidemment, c'est une supercherie anthropologique, c'est une supercherie scientifique. Je cite dans le livre un certain nombre de spécialistes très renommés qui montrent qu'il y a une épidémie de trauma aujourd'hui et que tout est trauma. Un enfant tombe de son vélo, c'est un traumatisme. Vous faites taire un enfant dans le train qui hurle à la mort, c'est un traumatisme. Bref, il y a une hantise du trauma qui s'est emparée des parents. D'ailleurs, je tiens à dire, parce que je suis un peu sévère avec les parents, mais il est vrai aussi que les parents sont culpabilisés par une ambiance, et en particulier par cette ambiance de la bullshit bienveillance. Donc ils n'osent plus rien faire, de peur de traumatiser leurs enfants, parce qu'on les a convaincus, de manière abusive, que les enfants étaient facilement sujets au trauma. Bon. Tout ça, pour eux... On leur a même enseigné qu'une punition, ça peut avoir des conséquences difficiles. Par exemple, non, il ne faut pas mettre de fessée parce que ça peut les traumatiser. Bon. Il ne faut pas que les professeurs donnent des lignes à recopier parce que ça peut les traumatiser. Il ne faut pas mettre de zéro parce que ça peut les traumatiser. Mais si vous voulez, d'un point de vue quasi philosophique, ça tient debout comme une bique sur ses cornes. Il faudrait donc partir de la minorité des cas pour en faire une loi générale. Ça n'a aucun sens. Alors, il y a aussi une conversation que vous relatez, plutôt au début de votre livre, une très longue conversation avec une enseignante qui a connu les années mai 68. Voilà. Et elle admet en fait qu'on ne s'intéresse pas tellement à la réussite des élèves, mais plutôt à l'expérimentation de nouvelles méthodes. Moi, ça m'a fasciné au cours de mon enquête. J'ai pas mal travaillé sur la biographie de tous ces individus, les pédagogues. Alors, les pédagogues de différentes générations, j'identifie 3 générations. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est décrit dans le livre. Et ce qui m'a fasciné en étudiant la biographie de tous ces individus, c'est que en réalité, ils ne sont pas
amoureux d'un savoir qu'ils voudraient transmettre. Ce ne sont pas des spécialistes de quoi que ce soit. Ce ne sont pas des historiens de l'art, ce ne sont pas des mathématiciens, ce ne sont pas des spécialistes de sciences physiques, ce ne sont pas des spécialistes de biologie moléculaire ou que sais-je. Non, ce sont des spécialistes d'éducation. D'accord? Donc, je ne sais pas quoi vous dire, moi. C'est comme si un coureur automobile était spécialiste du bitume, du circuit, au lieu d'être spécialiste de sa voiture. C'est à peu près la même chose. Donc, ça montre qu'en réalité, leur souci ne se dirige pas vers l'élève. Leur souci ne se dirige même pas vers la réussite de l'élève. Leur souci principal, je le dis à un moment donné dans le livre en étudiant de manière approfondie, à l'aide d'ailleurs d'autres références très intéressantes, en étudiant le parcours de Philippe Mérieux. Ce sont des gens qui rêvent, ce sont un peu des mégalos, qui rêvent d'établir le système pédagogique idéal. Mais pas au sens de la pédagogie ancienne dont on parlait tout à l'heure, mais au sens de ce qui est apte à servir au mieux leur dessein idéologique. Parce que seconde caractéristique de ces individus, c'est que ce sont des idéologues. J'en veux pour preuve comment appelle-t-on ça, la devise des cahiers pédagogiques qui sont un vieil organe pédago qui date de l'après-guerre et qui s'est complètement fourvoyé dans toutes ces aventures. C'est changer l'école pour changer la société pour changer l'école. Tout est dit. C'est pas faire fonctionner l'école pour transmettre le savoir. Ce qui est ce, d'ailleurs, pourquoi nous, citoyens, demandons à l'école de continuer à fonctionner, avec nos impôts en particulier. C'est pas faire en sorte que l'école transmette le savoir et cultive nos enfants. Non, c'est changer la société. On revient au marxisme. Oui, parce que cette transmission du savoir, elle est en faillite, en quelque sorte. D'ailleurs, on voit que nous dégringolons dans tous les classements PISA. Dans tous les classements, et même nos propres classements. Les autorités de l'éducation nationale ont bien dû être, comment dirais-je, gros gens comme devant, quand elles ont inventé leurs propres évaluations, en fin de quatrième, qui sont donc différentes des évaluations PISA, hein, lesquelles sont comment dirais-je, organisées par l'OCDE. Les évaluations franco-françaises de fin de quatrième ont été une catastrophe. Ça a révélé que la moitié des élèves de quatrième ne savent pas écrire le français. Une part substantielle d'entre eux ne savent même pas former les lettres, en quatrième. L'immense majorité d'entre eux ne perçoivent même pas la nature de la géométrie, ce qu'est la géométrie, différente de l'algèbre. Moi, je me souviens, en quatrième, non, ça devait être en quatrième, on avait divisé l'année, mon prof de maths, il avait divisé l'année entre l'algèbre et la géométrie, et on voyait bien la différence qu'il pouvait y avoir entre les deux. Aujourd'hui, les élèves ne font même pas cette différence. Par exemple, la moitié des élèves de quatrième n'ont pas le sens des ordres de grandeur. C'est-à-dire que pour eux, multiplier 10 par 10, c'est la même chose que multiplier 1 million par 1 million. Ils ne verront pas la différence. Donc vous voyez, on ne mesure pas l'effondrement, la gravité, l'intensité de l'effondrement à une époque où précisément l'or gris ou l'or noir, je ne sais pas comment dire, du XXIe siècle, c'est le savoir. C'est le savoir. C'est la maîtrise des fondamentaux intellectuels qui permettent d'être créatifs ensuite et de créer de la richesse, de la croissance, etc. Selon les bons vieux principes schumpeteriens de création. Mais ce sont les mots de votre enseignante, là, dont vous relatez la longue conversation. Les pédagogues, ils sont inaptes à former, selon ces mots, des gamins qui sachent lire, écrire et compter. Absolument. Et de toute façon, au fond, ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est un autre témoignage du livre, ce qui les intéresse, c'est de faire des élèves autonomes. Et le professeur dont j'ai reçu le témoignage pour le livre, lui, il s'insurge en disant « Mais avant d'en faire des élèves autonomes, faisons des élèves déjà. Ils seront autonomes le moment venu, le moment où ils pourront se donner à eux-mêmes leurs propres lois. » C'est le sens de l'autonomie. Ce qui est évidemment impossible avant, je ne sais même pas si à 20, 25, 30 ans, on a encore la... Oui, la rigueur dans les études supérieures. Mais oui, encore, la rigueur. Et encore, même c'est pas si simple que ça. On a encore besoin d'un savoir. L'autonomie pure, alors on ne va pas se lancer dans un débat philosophique, mais enfin, l'autonomie pure, elle n'existe pas.
on reçoit la règle à laquelle on décide d'obéir. Alors bien sûr, il y a la liberté dans la décision d'obéir à la règle, mais les règles, on les invente pas. Ça vient dans le réceptacle d'une tradition civilisationnelle. Oui, parce que du coup, cette absence de règles, elle n'est qu'apparente, parce que un élève qui n'a pas de règles posées dans un cadre précis, il va faire selon son bon vouloir, et en fait, il va forcément se heurter in fine à une autorité. Alors, soit il se heurte à une autorité, soit c'est la loi du plus fort. C'est Sa Majesté des Mouches, là, le fameux roman de William Golding, où en fin de compte, faute d'autorité, faute de règles, les enfants, en particulier les enfants naturellement, parce que les enfants sont plus encore que les adultes, des êtres en croissance, en maturation. Donc, si aucune règle ne vient régir leur relation, ce sera la règle fixée par le plus fort. Donc, le plus fort en gueule, le plus charismatique, alors je vous laisse juger du charisme qu'on peut avoir quand on a 13-14 ans, le plus physiquement fort, qui pourra cogner sur les autres, et donc qui est victime. Moi je l'ai vu ça dans des circonstances qui vraiment m'ont à la fois révolté, contrarié et chagriné. Ce sont les plus petits qui en souffrent. Ce sont le petit gamin qui est un petit peu chétif, qui peut pas s'imposer, c'est celui qui est un peu timide, donc qui peut pas s'opposer aux grandes gueules, c'est celui qui comprend pas très vite, mais enfin il y a un tel brouhaha autour, qui comprend encore moins facilement. Vous voyez, ce sont tous ceux-là pour qui il faut impérativement restaurer ou instaurer l'école de la règle, comme je le dis dans les chapitres de la fin. Parce que l'école avec la règle est aussi nécessaire, parce que, comme vous le dites, on ne peut pas particulariser le savoir qui est par essence universel. Absolument. Quand on prétend, alors ça c'est tout le thème de la pédagogie différenciée, de la différenciation pédagogique. En soi, je comprends l'intention, mais comme toujours, hein, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Bien sûr qu'il faut être à l'écoute de l'individualité, de la spécificité de l'élève, mais jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Sans ça, à chaque élève va correspondre une école, à chaque élève va correspondre une instruction, à chaque élève va correspondre un ministère de l'Éducation nationale. Ça n'aurait aucun sens. Et par ailleurs, la différenciation pédagogique telle qu'elle est adoptée et pratiquée aujourd'hui, c'est en fin de compte le nivellement par le bas. Car si on prétend donner à tous le même savoir de la même manière, ou plutôt, je corrige, si on prétend donner le même savoir à tous en l'adaptant à chacun, on tire l'ensemble par le bas. Ça, c'est indiscutable. Donc finalement, vouloir donner le savoir à une classe sous cette forme de la pédagogie différenciée, le savoir va se réduire à une portion congrue. Mais alors, ce phénomène que vous décrivez en une vingtaine d'années, parce que vous enseignez depuis une vingtaine d'années, vous l'avez vu évoluer. Mm-hmm. Est-ce qu'on va de mal en pis? Alors, c'est une question difficile qui mérite de la nuance parce que, en un sens, on va de mal en pis car il n'y a pas de prise de conscience des phénomènes. Hein. C'est la fameuse phrase de Peggy qui est de plus en plus à la mode et je m'en réjouis. Hein. Il ne faut pas seulement dire ce qu'on voit, mais il faut voir ce qu'on voit. Je crois que de plus en plus, des acteurs du système éducatif acceptent de voir ce qu'ils voient. Par exemple, je salue dans le livre la réforme de l'école maternelle qu'a mise en œuvre Jean-Michel Blanquer, qui, sur d'autres points, de mon point de vue, a adopté des positions erronées. Mais en tout cas, sur l'école maternelle, ce qu'a fait Jean-Michel Blanquer était assez pertinent. D'ailleurs, ça lui a valu énormément de critiques de la part de certains syndicats, de certains lobbies, etc. Mais pour le reste, je ne vois pas grand-chose changer. Et puis, vous savez, alors, je ne veux pas me perdre dans les facteurs, parce que tout ça est multifactoriel, c'est un phénomène multifactoriel. Mais je voudrais quand même souligner que l'immense majorité des responsables
administratifs, c'est-à-dire dans l'administration, dans les services de l'éducation nationale, ne connaissent absolument rien au métier de la transmission du savoir. Donc ça n'est pas étonnant que les choses ne s'arrangent pas. Et si là-dessus vous ajoutez toutes les missions qui sont assignées à l'école, alors que l'école n'a ni la vocation ni les moyens de les remplir, vous arrivez à une espèce d'usine à gaz dont d'ailleurs comment dirais-je, les effets négatifs sont de plus en plus multiformes. Oui, ce que vous dites, pendant que les enseignants jouent au psy, qui joue au prof? C'est ça. Alors vous savez que le bien-être est désormais officiellement classé comme l'une des missions de l'école. Le bien-être de l'élève est officiellement maintenant une des missions de l'école. Dans le bien-être de l'élève, il y a la santé, bon, pourquoi pas. Ça, à la limite, c'est une donnée objective. Et d'ailleurs, c'est travaillé dans les cours de sciences de la vie et de la terre. Et puis, on peut tout à fait envisager, moi je l'ai eu quand j'étais en troisième, une visite médicale, etc. Mais enfin, la visite médicale, moi quand je l'ai subie en troisième, c'était des médecins qui la faisaient, c'était pas les profs. La santé mentale. C'est déjà beaucoup plus subjectif, plus complexe. Beaucoup plus subjectif, beaucoup plus complexe. Et là encore, le temps qui est consacré à tout ça, il n'est pas consacré, les journées n'ayant que 24 heures, les journées de classe que 8 heures, tout le temps, les ressources, l'énergie, l'argent qui sont consacrés à ces missions qui sont de mon point de vue marginales, tout cela n'est pas consacré à la mission centrale de l'école qui est d'instruire, d'apprendre à lire, à écrire et à compter. Donc là, c'est véritablement problématique. Moi, mon analyse, c'est une thèse, elle peut être contestée, on peut évidemment la discuter, mais c'est qu'en réalité, il y a malgré tout une des missions des familles, une des missions de l'État, une confusion des ordres, qui fait que tout revient sur la tête de l'école, en réalité. Donc il faut à la fois éduquer les enfants, les instruire, leur assurer la sécurité, leur assurer la santé mentale, repérer quand il y a une petite baisse de morale, etc. C'est pas gérable. C'est pas gérable. Alors, ceci dit, c'est vrai qu'une école, il y a toujours une vie en société, donc il y a toujours des problèmes de harcèlement, ça a toujours existé. Sous des formes différentes, et c'est pas absurde que l'école, le corps professoral soit impliqué dedans, justement. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais vous savez, moi, j'ai commencé ma carrière il y a 20 ans, on parlait pas encore de toutes ces histoires de harcèlement scolaire. Alors, c'est une question compliquée, je veux pas avoir l'air d'asséner des vérités toutes faites, mais quand chacun est à sa place et remplit sa mission, les phénomènes parasites de ce type-là, qui peuvent être dramatiques, existent beaucoup moins. Exemple. Moi, je suis pour la théorie du carreau cassé dans l'histoire du harcèlement scolaire. La théorie du carreau cassé, ça vient des politiques pénales des années 80 à New York. La peine était infligée à celui qui cassait le carreau dès le premier carreau. On n'attendait pas le troisième, le quatrième, le cinquième. Premier carreau cassé, peine. Et peine ferme. Ça a réduit ce qu'on appelle l'incivilité, la délinquance, de manière drastique. Dans les années 80 à New York, qui était un véritable coupe-gorge et qui ensuite est devenu une ville fréquentable. Il faut appliquer la même chose sur le harcèlement scolaire. Je peux vous assurer qu'un gamin qui en harcèle un autre, s'il se confronte à une autorité qui lui dit « ce que tu fais », non seulement c'est mal d'un point de vue moral, mais c'est contraire à la règle d'un point de vue, disons, juridique. Et tu vas prendre une punition pour ça. On ne va pas t'envoyer dans un atelier d'empathie, dans un groupe de parole, ou dans un je ne sais quoi, un atelier de macramé, ou je ne sais quoi. On punit de manière ferme, de manière intransigeante, pour dissuader l'enfant de recommencer. C'est la fonction dissuasive des peines, je veux dire, c'est quand même à la base de notre conception pénale et juridique depuis Rome. Donc, on fait ainsi, et je vous garantis qu'il y aura beaucoup moins de harcèlement. Quant au harcèlement pathologique, qui existe aussi, parce qu'il existe des petits monstres, ça existe, bon, c'est comme ça, c'est la nature. Ces individus-là, quel que soit leur âge, doivent être pris en charge à la fois d'un point de vue pénal, et d'un point de vue psychiatrique, pour qu'on réponde au mieux, qu'on trouve les solutions à leurs problèmes. Mais pas à l'école.
pas à l'école. Les profs ne sont ni des psychiatres ni des policiers. Ce sont des enseignants, et s'ils rétablissent bien sûr la règle, l'autorité, ils seront beaucoup plus aptes à transmettre le savoir. En plus. Les élèves seront plus aptes à le recevoir, le savoir. Et à nouveau, évidemment, nous n'avons pas de statistiques là-dessus. D'ailleurs, ça mériterait qu'on en fasse. Ce serait voilà pour le coup des statistiques vraiment utiles. Mais la portion d'enfants véritablement pervers qui nécessiterait une prise en charge psychologique, pédopsychiatrique de leur travers, c'est-à-dire de leur tendance à harceler. Je ne vais pas me lancer dans des pourcentages, mais ça doit être maximum 5% des cas. Le reste des cas, ce sont des gosses, des sales gosses, comme nous l'avons tous été à un moment ou à un autre, et qui doivent faire face à des adultes qui s'assument comme adultes, qui n'ont pas peur d'être des adultes. Et qui pourront ainsi former les enfants à devenir de meilleurs adultes, à devenir des adultes tout simplement. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Mathieu Grimpré. Donc, chers téléspectateurs, Bullshit Bienveillance, enquête sur la psychologie positive à l'école, c'est sur la boutique en ligne de TVL, bien sûr. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.